le survivalisme en tant que mouvance, pour moi, ça nécessiterait un peu de nuance. Pour moi, le survivalisme est plutôt une manière d'être, une manière de penser que réellement une mouvance, donc à savoir une manière de se regrouper avec une certaine Bah on va si, dire, bah si. cohérence d'avis, d'opinion les uns avec les autres. Bah si, puisque le base, c'est une séparation par rapport à des opinions différentes. Et donc, ça veut dire que les survivalistes avaient les mêmes opinions par rapport à des sujets. Et donc, bah si, c'est le fait de se retrouver au niveau des communautés, au niveau des cultures, au niveau des opinions, au niveau des religions, bien sûr que si. C'est la base de la résilience. Vous vers, regardez les communautés maghrébines, elles se réunissent autour de ça, et elles sont très très résilientes. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne. vers une certaine cause. Il n'y a pas de cause dans le survivalisme. Mais si, on l'a dit au début, il y a une cause. C'est protéger son pays, se protéger d'une guerre, se protéger de mouvements sociaux, de débordements, de tout ça. Bien sûr que si, qu'il y a une cause. Donc pour moi, c'est déjà absolument pas politique. Le survivalisme, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est une manière. Mais le survivalisme, c'est juste une approche. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Les gens, eux, sont matériels, existent réellement. Ils ont des pensées, ils ont des idées. Et donc, ces idées sont politiques. Et donc, indirectement, bah, là, le mouvement est politique. D'être une manière de penser. C'est une façon d'appréhender finalement sa propre existence en se disant si les choses ne se passent pas comme prévu, j'ai un plan B, tout simplement. C'est se tenir prêt. Se tenir prêt à rien de spécialement effrayant ou apocalyptique. Simplement se tenir prêt à tomber en panne d'essence, se tenir prêt à une tempête de neige qui dure un peu plus longtemps que prévu, se tenir prêt à une rupture d'approvisionnement dans les supermarchés. Okay. Voilà, il s'arrête à ça à chaque fois. Ben, pourquoi est-ce qu'il dit pas se tenir prêt à une attaque du domicile? C'est encore une fois, il est en train de, je sais pas, c'est qu'à chaque fois il esquive ce sujet-là comme si c'était, ça n'existait pas. Avec Katrina, Juste pour être politiquement correct et que ça ne heurte personne ou le moins de gens possible pour amener ces gens-là. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, pour amener ces gens-là à des formations, à des magazines, à des machins. Il faut arrêter. Haïti, on voit ce que ça a donné. On voit ce que ça a donné. Oui, à Haïti, qu'est-ce qui s'est passé dès qu'il y a eu les séismes? Bah, il y a eu des pillages. Le gros blackout, 72 heures à New York en 2010. Oui, à New York, 72 heures de blackout, pillage. Les scènes d'émeutes, les magasins sans électricité. Ah, il le dit, émeute, magasin. Les hôpitaux sans électricité, la rupture d'approvisionnement très rapidement, la purification, l'épuration plutôt. Mais qu'est-ce qui se passe? Le premier risque, c'est pas de mourir de faim, c'est de se faire attaquer. Qui ne se fait plus dans la ville avec toutes les problématiques que ça pose. Donc de nouveau, on n'est pas en train de parler de quelque chose d'hypothétique. La question d'extrême droite et des survivalistes, je pense que c'est un raccourci facile qui est fait par. Non, c'est peut-être juste parce que c'est un fait, voilà, il y en a certains qui sont politisés. C'est ni la population française, ni les survivalistes qui sont de plus en plus extrême droite. Je crois que par contre, les médias extrême droitisent de plus en plus les sujets qu'ils abordent. On a l'impression que les sujets aujourd'hui qui sont... Non, c'est juste parce que les sujets de l'extrême droite ont un lien avec notre préparation, parce qu'il faut tout prendre en compte et ne pas vouloir prendre certaines données, certains faits qui se passent actuellement dans notre pays pour ne pas heurter la sensibilité des gens ou de rester dans le politiquement correct. C'est complètement débile. Et nous, on s'en fout de savoir si c'est politiquement correct ou non. S'il y a un problème, il faut le résoudre, c'est tout. Il faut s'y préparer. Si on ne prend pas en compte, bah, c'est un risque. Qui intéresse, c'est les questions de sécurité, thématiques d'extrême droite, les questions d'immigration, thématiques d'extrême droite. Et en réalité, je pense que le survivaliste, du fait d'être quelqu'un... Moi, je pense juste que les survivalistes, la plupart sont d'extrême droite parce que justement, ils sont en accord avec des partis d'extrême droite qui ont les mêmes sujets de prédilection, les mêmes sujets sur lesquels ils vont réfléchir et dialoguer et apporter des arguments. Qui peut être autonome, donc ça veut dire autonome, sans la nécessité de l'intervention de l'État pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors ça, c'est très intéressant. Se préparer pour ne pas dépendre d'un système étatique. Bah oui, mais le premier rôle d'un système étatique, c'est de protéger l'intégrité des gens. Et il les protège avec quoi, l'intégrité des gens? Avec des bisous et des câlins? Non, il les protège avec des armes. Je pense que c'est en fait c'est dingue, assez facile pour dire oui, ces gens-là, dans leur grenier, ils ont toutes sortes de choses qui sont prêtes pour pouvoir faire face à des événements violents, ils se préparent à des événements violents, c'est des amateurs de tir. En réalité, dans le survivalisme... Bah oui, bah bien sûr, quasiment tous les survivalistes font du tir. Ou alors, ça s'appelle des hippies, je suis désolé, mais... Comme je l'ai dit
plusieurs fois quand je parlais du salon, vous avez de tout, vous pouvez avoir des gens qui sont plutôt intéressés par... Mais par c'est la pas parce qu'ils sont dans le salon qu'ils sont forcément survivalistes. Donc là, encore une fois, il est en train de tout mélanger pour essayer de noyer le poisson. des gens qui sont plutôt intéressés par l'autonomie alimentaire, pouvoir faire les choses par eux-mêmes. Bah, s'ils sont juste intéressés par l'autonomie, c'est des autonomistes. Choses saines qu'ils produisent eux-mêmes. Vous avez toutes sortes d'intérêts, toutes sortes de personnes, et je pense qu'il y a... Un autonomiste n'est pas forcément un survivaliste. Par contre, un survivaliste est forcément un autonomiste. La formule est facile, quasiment autant de survivalisme différent qu'il n'y a de personnes qui se préparent différentes. Donc est-ce que les flux migratoires ont à voir sur l'intérêt toujours croissant peut-être que certaines personnes ont pour la préparation, pour le survivalisme en général? Je pense que ça n'a absolument rien à voir. Est-ce qu'il y a plus d'extrême droite présente dans... Quoi? Les flux migratoires, le sujet de l'immigration n'a absolument rien à voir avec la préparation et le survivalisme. Pourquoi tu te formes au premier secours en milieu hostile? Parce qu'il y a des risques d'attentats. Et ces attentats, ils sont liés à quoi, à ton avis? Ils sont liés au... Hein, voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais ça m'énerve, c'est n'importe quoi. Que dans le reste de la population, je pense que ça n'a rien à voir. Je crois que si on avait la chance, et personne ne peut le faire, et tous ceux qui le font mentent, de pouvoir dire chez les survivalistes, chez les joueurs de rugby, chez les motards, ou peu importe quelle étiquette on va mettre sur tel groupe d'individus. Donc là, on est vraiment en train de faire du politiquement correct, de lisser le truc. Qui pensent extrême droite que d'autres, je pense qu'ils se servent finalement de ce propos. Donc... Non, c'est juste qu'il y a des gens qui sont politisés, et puis ils l'assument, et il n'y a aucun souci. Voilà, on le sait. Il n'y a pas de... Pour moi, en résumé, je n'ai jamais rencontré plus de propos d'extrême droite dans les personnes qui m'a été amené de rencontrer, d'interviewer, ou sur les articles que nos pigistes ont réalisés. Alors j'aimerais bien vérifier, voir toutes les questions. Sur des personnes du milieu survivaliste que dans n'importe quel autre milieu que j'ai traité. D'accord, donc par rapport à ces questions, aux questions qu'il a posées à des survivalistes, il n'a jamais vu de propos plus d'extrême droite que d'extrême gauche. Il faudrait juste vérifier le type de questions qu'il a posées. C'est sûr que s'il n'oriente pas la question, ou si c'est super vague ou super bateau, s'il n'aborde pas certains sujets, forcément qu'il ne connaîtra pas l'idée politique de telle ou telle personne. À mon avis, il aurait quelques surprises en posant quelques questions bien précises. Que j'ai fréquenté jusqu'à présent et encore aujourd'hui. Après une question si compliquée, on va s'attaquer à une question un petit peu plus simple, on va parler pratique. J'ai une question qui est, quels sont selon toi les 5 objets qu'on devrait avoir chez soi, non alimentaires, qui seraient les plus utiles s'il y avait une rupture de la normalité? Alors là, c'est n'importe quoi. Par les 5 objets dont on va avoir besoin directement, le plus rapidement, donc je vais me cerner à ça, évidemment, c'est clair qu'il en faudrait davantage pour toi. Dans ton postulat, la nourriture et l'eau, c'est fait, c'est clair que l'eau et la nourriture, c'est par là que doit commencer un projet autonomiste, une fois que notre réflexion est faite sur la défense. Comment... Parce que même si t'as pas de bouffe, si t'as une arme, tu peux te défendre ta vie. Si t'as pas d'arme et que t'as de la bouffe et que tu te fais attaquer, tu meurs. Surtout pourquoi on se lance dans un projet autonomiste, comment on va s'y prendre et sa planification, puisque être autonome, ça réclame fatalement des moyens, il faut des semences, il faut des stocks alimentaires, tout ça nécessite de l'argent, il faut des savoirs et des savoir-faire. Encore une fois, on en revient à l'argent, à des savoirs qu'on va forcément acheter, marchander. C'est ça qui est dingue dans cette vidéo, c'est que tout tourne autour de l'argent et du business du survivalisme, comme si le survivalisme n'était que du business. Aussi. Donc un projet autonomiste, c'est un vrai projet au long cours qui doit se réfléchir, qui doit avoir une temporalité, une chronologie bien précise. J'en reviens à ta question, donc l'eau et la nourriture, évidemment, on a veillé à faire ce qu'il fallait pour ne pas en manquer. Pour moi, si je ne dois citer que 5 objets, en premier, il vous faut du gaz et un réchaud. Un gros réchaud pour pouvoir faire à manger à la fois pour vous, du gaz et un réchaud, vos proches, votre communauté. Le gaz, prends du bois. C'est quelque chose qui vient à très rapidement manquer quand une situation, quand un lieu géographique est coupé d'un autre suite à une catastrophe industrielle. Une fois que ta bouteille elle est vide, comment tu fais? T'es comme un con avec une bouteille vide. Alors que du bois, c'est infini. Là, en fait, les questions qu'il est en train de poser, lui, il répond comme s'il était un citadin. Non, il faudrait plutôt répondre en tant que survivaliste. Vu que tu es censé être survivaliste, tu es censé être à la nature. Donc, tu as forcément du bois. Donc ça, c'est quelque chose de résilient et c'est quelque chose... C'est au niveau, à l'échelle humaine, personnelle, le bois, c'est un truc infini. Tu en auras toujours du bois, contrairement à du gaz. Naturel ou ce genre de choses, ça manque assez rapidement. Donc ensuite, je fais une rétro-boucle. S'il y a un confort duquel vous devez pouvoir vous passer, s'il faut s'en passer que d'un, il faut se passer de l'électricité. Donc il ne faut pas mettre trop vite en place dans votre ordre de préparation de quoi compenser l'électricité. En réalité, l'électricité, c'est le confort, contrairement à ce qu'on pourrait croire en temps ordinaire, dont on peut se passer le plus rapidement possible. La chose dont on peut se passer le moins facilement, c'est la chaleur et l'eau chaude. Donc, moi, je dirais, le truc dont on peut se passer le moins facilement, c'est notre vie à nous. Si on meurt, on meurt. Ça va pas plus loin. Alors que bon, si on arrive à se maintenir en vie, en se défendant, en chassant, là par contre on peut continuer à vivre. Vous n'habitiez dans un endroit où la question de la chaleur n'est pas un problème, le premier confort dont on peut se passer, c'est l'électricité. J'en reviens à ma liste de 5 objets, bonbonne de gaz et le réchaud, un bon gros réchaud. Ça fait 2 déjà. Sur cette bouteille de gaz. En 2, un stock de bois sec. Le bois, ça prend du temps pour sécher, il faut que ce soit du bois prêt à brûler.
Pas forcément, Ensuite, non. Je suis désolé, dans le bois, il y a forcément de l'eau. Euh, Ça fait un mois que je vivais quasiment sur un campement. Je vivais en tente et on se chauffait uniquement en bois. Et je peux vous dire que même du bois humide, ça brûle, hein. Faut juste avoir un petit peu de... qu'est-ce qui... Mise à jour de logiciel. Il faut juste avoir de quoi démarrer le feu correctement pour après, une fois que la chaleur est là, ça sèche le bois et ça le fait se prendre feu, se des consumer. bougies à combustion lente et des allumettes. Beaucoup d'allumettes. Bon, déjà, ça fait 4 objets, ça fait pas 2. Ça fait une bonbonne, un réchaud, des allumettes et des bougies. C'est quoi cette liste? Tu fais quoi avec ça? Tu vas faire une cérémonie? Tu fais quoi? Les allumettes, c'est un objet, un outil très pratique, très utile au quotidien, mais qui peut également se détériorer très vite. Donc il faut en avoir beaucoup. En plus, vous pouvez en donner, vous pouvez vous en servir. Sinon, t'achètes des briquets. Ça prend moins de place, c'est vachement plus durable. Ça fait du feu, c'est plus facile même. Moi, tu peux le rallumer alors qu'une allumette, dès que tu l'as craqué, c'est fini. C'est n'importe Monnaie quoi. d'échange, donc des allumettes. En En monnaie d'échange, des allumettes. Moi, je dirais plutôt des munitions. Ça, c'est quelque chose qui a une valeur fixe. Une balle, c'est une balle. Alors qu'une allumette, tu crois vraiment que les gens vont te demander une allumette? Ils ont des briquets, hein, les gens. Ensuite, et pour moi, il vous faut des livres. Avoir des livres, ne pas miser tout sur le numérique. Le numérique, c'est probablement une des Des choses livres? dans un effondrement momentané, même bref, de la normalité. Ah ouais, c'est ta faim, tu vas manger les livres. Qui va manquer. Donc la connexion Internet, la connexion téléphone. Très vite, il va falloir, puisque aujourd'hui on est dépendant de ces technologies, dans la plupart des cas, à la fois pour notre information, pour nos distractions. Donc des livres. Bon, on s'en fout de la distraction. Là, le but, c'est de tenir, d'être vivant. Sont à la fois des livres qui vous permettent de passer le temps, puisque dans une situation où vous êtes isolé du reste du monde ou du reste d'une zone géographique où la normalité est toujours courte, très vite le temps va être long. Donc avoir des livres pour s'occuper, et peut-être également des livres avec du savoir, des choses. Ça fait pas un objet, ça, c'est une bibliothèque que tu Ça dis. fait un quatrième objet. Et un cinquième objet, une radio qui fonctionne sur solaire ou sur pile, et les piles qui vont Un Baofeng? Un Baofeng, les gars. Alors là, je suis d'accord. Le Baofeng, je suis d'accord, mais pas en dernier. En deuxième, à la rigueur. avec, pour pouvoir rester en connexion avec le reste du monde, avec des informations concernant la situation que vous êtes en train de vivre. Oui, pour écouter le gouvernement qui nous dit des conneries. Oui, oui, bien sûr. Non, moi, liste fusil. Bien sûr, munitions, hein, au moins ça fait défense, chasse, commerce, des briquets, un couteau, c'est quand même bien, hein, un couteau, et déjà une couverture et du savon. Ouais, même pas du savon, je sais pas. Et une radio, je suis bête, une radio. Voilà les 5 priorités en vrai. Les informations gouvernementales ou autres. Et puis, si je pouvais glisser un petit extra, je ferais quand même un petit stock aussi d'antibiotiques. Les pharmacies, en cas Un stock d'antibiotiques, mais ça c'est un truc de citadin, je suis désolé, mais j'ai jamais pris d'antibiotiques et je vais très bien. Enfin, je comprends pas le délire des antibiotiques. À la rigueur, un livre de médecine, là ça peut être pertinent. Mais des antibiotiques, c'est quoi? Ça périme, c'est pas réutilisable, c'est pas du tout résilient, c'est pas du tout autonome. pharmacies ont très peu de stock. Et tu te défends comment? Tu vas lui jeter des antibiotiques? Tiens, je te jette des antibiotiques dans les yeux. Donc les antibiotiques, c'est quelque chose qui disparaît rapidement dans les pharmacies, et c'est quelque chose qui prendra du temps pour réapprovisionner. Voilà, ça ce serait ma liste courte. Les preppers, les survivalistes, les autonomistes et bien d'autres appellations sont souvent mis en opposition. Je voudrais savoir si d'après toi, en fait, ça n'a pas la même finalité, à savoir qu'on cherche à avoir une certaine assurance en cas d'une rupture de la normalité. Effectivement, il y a une confusion autour de ces termes, mais en réalité, c'est pas très intéressant, c'est pas très important de définir absolument ce qu'est un survivaliste, ce qu'est un autonomiste, ce qu'est si, justement. un preppers. Selon moi, ça désigne les mêmes personnes. C'est une histoire de sémantique, mais ça désigne les mêmes personnes, ça désigne des personnes qui se préparent. Et finalement, qui se préparent à quoi? J'en ai assez parlé précédemment et je ne vais pas le répéter, mais ce sur quoi je veux par contre insister, c'est qu'ils ne se préparent pas à ce que les stéréotypes et les clichés disent, proclament qu'ils se préparent. Donc les espèces de... Alors je sais pas si vous avez qu'à regarder la vidéo, à ce moment-là, au moment où il parle de... Oui. Ça désigne les mêmes personnes, ça désigne des personnes qui se préparent. Et finalement, qui se préparent à quoi? J'en ai assez parlé précédemment et je ne vais pas le répéter, mais ce sur quoi je veux par contre insister, c'est qu'ils ne se préparent pas à ce que les stéréotypes et les clichés disent. Stéréotypes et clichés. Donc on sent que le gars, il ravale sa salive. Je vais pas faire mon... c'est qui déjà le gars là, qui analyse le langage non voilà, ce qu'on retransmet avec notre corps, mais on voit que le gars est pas à l'aise du tout avec ça. Et bien sûr qu'aussi, les survivalistes se préparent à une guerre civile, à des attentats, à une guerre en général, à une attaque de domicile. Bien sûr que si, on s'y prépare.
Il faut arrêter de faire du politiquement correct juste pour faire plaisir à des merdias et à des groupes écologistes qui vont juste nous foutre des bâtons dans les roues. Proclame qu'il se prépare. Donc les espèces de guerre civile où il va falloir s'entretuer les uns les autres pour se disputer bout de beefsteak. C'est pas ça qu'ils font. Pourtant, c'est ce que les gens font en fait. C'est la réaction la plus instinctive que les gens ont. C'est-à-dire qu'ils seraient prêts à tuer des gens pour de l'eau ou pour de la boue. Il se prépare à quoi? Il se prépare On simplement sait. à être plus autonome. Il suffit de regarder toutes les zones de conflit. Là, il parlait de Haïti tout à l'heure. Regardez des extraits d'archives. Les gens se tirent dessus, se pillent pour bouffer, pour vivre, pour survivre. C'est ça la réalité des choses. Ils comprennent qu'on vit dans des sociétés qui sont toujours plus complexes, avec une technologie toujours plus présente. Mais on s'en fout de la société complexe. Les sociétés, plus elles sont complexes, comme n'importe quelle entité, n'importe quel dispositif, plus il est complexe, plus il est fragile. Donc en réalité, les survivalistes, ils se préparent à être moins fragiles, à être anti-fragiles, à être moins dépendants finalement des caprices ou des problématiques de ce système complexe qu'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On comprend tous aujourd'hui qu'en cas d'une rupture momentanée du réseau Internet, nos vies vont devenir plus compliquées. Nos vies professionnelles, ma relation avec mon argent via mon application bancaire va être plus compliqué. Tout va devenir beaucoup plus compliqué, très très vite en fait. Mais ton argent, c'est même pas ton argent. L'argent appartient à la banque. Qu'est-ce que ça aussi, c'est un questionnement sur il faut aussi vraiment comprendre le système de la société dans laquelle on vit. L'argent qu'on utilise, ce n'est pas notre argent. Il faut vraiment se mettre ça dans le crâne. Ce n'est pas notre argent. Tous nos objets, ce ne sont pas nos objets. Ça appartient à l'État. Les sociétés deviennent complexes, plus elles deviennent fragiles. Pour moi, il faut se préparer en apprenant, en ayant des savoirs dans la tête, pas en stockant du matos et en gaspillant de l'argent dans des stages. Et les survivalistes, ils comprennent cette fragilité, et qui ne peut ne pas la comprendre aujourd'hui avec une crise sanitaire comme celle du Covid, et qui devient finalement une crise politique, et donc se mêle une crise sanitaire, une crise politique. Et donc ça engendre quoi? Une guerre civile. Locale dans un certain pays, en Chine, puis qui devient planétaire, et on se rend compte que finalement tout peut très vite... Oui, en Chine, qu'est-ce qui s'est passé? Guerre civile. Devenir compliqué, globalisé, dans un monde globalisé. Et les survivalistes se préparent à ça, et est-ce que ça les rassure de se préparer à ça? Très probablement. Moi, ça me rassure quand je pars sur une route de montagne et que je vois les premiers flocons qui tombent sur la route, de me dire que j'ai un kit de chaîne dans mon coffre et que j'ai un sac avec de quoi me nourrir, ou les personnes qui sont avec moi dans la voiture pendant 24 heures, et 2 couvertures pour pouvoir se réchauffer au cas où on serait bloqué toute la nuit dans la voiture. Oui, effectivement, ça me rassure. Est-ce que les personnes qui disent qu'il y a une problématique autour de l'approvisionnement d'une certaine céréale et qui ont des stocks de cette même céréale pour plusieurs mois, est-ce que ça les rassure d'avoir ce stock? Très probablement. Et si ces mêmes personnes sont en capacité de pouvoir semer et récolter cette même céréale, effectivement, ça les rassure. Donc est-ce que l'instabilité du monde... On s'en fout d'être rassuré, on veut être peinard, on veut être tranquille, autonome. L'intérêt des personnes pour le survivalisme, clairement, je crois que de plus en plus de personnes comprennent qu'en réalité, l'État-providence ne pourra pas tout pour eux indéfiniment, et peu importe le type de problématique qui arrive. Donc de ce fait-là... Peu importe le type de problématique qui arrive. On est d'accord là-dessus, c'est tout. Il faut tout prendre en compte. Et donc, il faut arrêter d'esquiver certains sujets. Ils prennent... en tant que personne sensée, des mesures, et se disent ok, je vais quand même prendre quelques mesures. Certains prennent des mesures qui consistent à simplement emporter un kit de premiers soins avec eux tous les jours dans leur sac quand ils partent quelque part. Oui, quand ils partent quelque part, pour pallier à quoi? Aux attentats. Qui sont liés à quoi? On le sait. D'autres ont un sac comme celui dont j'ai parlé dans le coffre de leur voiture, et d'autres ont dans leur maison un cellier avec un calibre 12, ah non, j'ai cru qu'il allait potable, stocké dans de bonnes conditions, un filtre à eau, etc. Et la gradation, elle peut aller loin, mais c'est simplement effectivement des personnes... Non, là, c'est juste des gens qui achètent des produits, c'est tout. On n'a jamais eu besoin de filtre à eau Berkey ou je sais pas quoi pour être autonome en eau. Hein. Comment ils faisaient à l'époque? Vous croyez vraiment qu'ils avaient des filtres Berkey au Moyen-Âge? À des problématiques éventuelles. Merci de nous avoir éclairé sur tout cet ensemble. Je voulais te laisser le mot de la fin. N'hésite pas. Attention, je dis pas que les filtres Berkey c'est de la merde, c'est très bien, mais c'est pas résilient sur le long terme. Quelque chose à dire, c'est à toi. En guise de mot de la fin, je dirais que survivaliste, preppers, autonomiste, finalement, peu importe, tout ça c'est de la sémantique. Pour moi, il s'agit plus de citoyens avertis, de personnes averties, et il y a cette notion finalement de préparation. C'est finalement la donnée principale de toutes les personnes que je rencontre depuis que je m'occupe du magazine. Non, c'est pas de la préparation. Il faut pas se préparer, il faut apprendre et savoir. C'est complètement différent.
Ce sont des personnes qui se prennent en charge, qui ne confient pas à l'autre, à l'État, la seule responsabilité de pouvoir être résilient en cas de rupture momentanée plus ou moins longue de la normalité. C'est d'ailleurs le sous-titre que le magazine abordera dès l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est le guide de survie en milieu hostile. Il va être baptisé le magazine de l'autonomie et de la résilience. L'autonomie, c'est quelque chose qui se passe en amont d'une catastrophe, quelle qu'elle soit. C'est quelque chose qu'on prépare, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un plan réfléchi, avec un objectif à atteindre. Et la résilience, c'est cette capacité finalement à quand cette rupture de normalité est survenue, à pouvoir y faire face et à refonctionner normalement sans que ça soit un traumatisme complet pour soi et pour les siens, nos proches qui dépendent de nous. Donc finalement, le survivalisme, c'est une manière d'être qui consiste à se préparer, à apprendre des savoir-faire. Et finalement, c'est rien de plus que ce que faisaient et que ce qu'ont fait nos ancêtres pendant des années et des années. C'est pouvoir être autonome. Salut à toi, Joël. Oui, sauf que à la différence de nos ancêtres, ils faisaient pas des stages. Ils apprenaient un métier, ils se basaient sur de l'échange et ils avaient des réels savoirs. Ils n'avaient pas besoin d'avoir des stocks de bougies ou d'allumettes pour survivre. Ils avaient des connaissances en médecine, en mécanique, en agriculture, en, je sais pas, purification de l'eau, on s'en fout. Et c'est grâce à ça qu'ils ont survécu. Vous prenez des animaux, ils n'ont pas fait de stage. Ils n'ont jamais fait de stage de leur vie. Ils ont pas besoin d'allumettes ou de je sais pas quoi. Et pourtant, ils arrivent bien à survivre, les animaux. Comment ça se fait qu'ils arrivent à survivre sans rien? C'est ça aussi qu'il faudrait se dire. C'est que là, on est trop... Là, c'est la fin. Hein, et j'espère que ça aura éclairé les personnes qui vont regarder cette vidéo. Salut. Merci Brian, merci à vous de m'avoir écouté. Merci de m'avoir donné la possibilité d'échanger autour des questions du survivalisme. C'était l'occasion de démystifier, et particulièrement aujourd'hui où fréquemment ce terme survivaliste surgit dans les médias. Donc, non, ça n'a rien démystifié du tout, bien au contraire. Si vous souhaitez découvrir ce qu'est le monde de ces personnes qui se préparent. Si je prends le numéro qui vient de sortir, déménager en lieu rural, inondation, se préparer face à un risque grand. Ok. Donc, résumé, je pense que vraiment comment je l'appréhende, moi, cette vidéo, c'est vraiment, voilà, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, on essaye de faire un truc tout public. Tout public pour essayer d'avoir un maximum d'audience. Alors attention, c'est très bien ce qu'ils font. C'est juste cette vidéo qui me dérange. En soi, le magazine Survival, il n'y a pas de souci. S'ils font du contenu intéressant, que ça permet à des gens de vivre et donc d'être autonomes financièrement, tant mieux, tout le monde est content. Par contre, là, c'est n'importe quoi. Il a raconté n'importe quoi et les gens qui regardent cette vidéo vont se faire un avis faux sur ce que c'est vraiment le survivalisme et vont arriver là-bas la fleur au fusil et ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Et ils vont tomber face à des gens qui seront politisés, qui seront engagés dans certaines choses, qui auront des opinions bien particulières, qui seront décidées, qui seront... voilà. Et c'est ça vraiment ce que je reproche à cette vidéo, c'est que vraiment on essaye de faire passer les survivalistes pour des bisounours juste pour faire plaisir à la bien-pensance. Alors qu'on est les premiers à le prendre à être censuré par rapport à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, parce que justement ça dérange. Et j'ai vraiment l'impression, alors je dis pas que c'est le cas là, hein, mais j'ai l'impression que petit à petit, comme là avec les textes de loi, l'État essaie de se réapproprier ce mouvement-là, essaie de reprendre le contrôle de ce qui doit être fait ou non, de ce qui doit être pensé ou non, de ce qui doit être dit ou non. Et on est en train de recommencer le même schéma que pour n'importe quel autre mouvement, que pour n'importe quelle autre culture. Et ça dénature complètement tout ça, et ça rend juste, ça transforme le survivalisme, qui est une approche et on va dire un mode de vie, en un outil commercial, un produit marketing qu'on va nous vendre à toutes les sauces, en nous faisant croire que tel truc c'est le produit ultime, que tel truc c'est le stage ultime qu'il faut absolument faire. Non, si vous voulez être autonome, si vous voulez être un vrai survivaliste, commencez par vous questionner sur le fonctionnement du système dans lequel on est et apprenez, soyez vraiment persévérants. J'en vois plein, en fait, pour moi, le stage, alors c'est bien, c'est un condensé, mais c'est un peu un truc de feignasse aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut vraiment apprendre la mécanique, il lui faut pas un stage, il lui faut de la motivation, il lui faut de la motivation, c'est tout, de l'envie, il faut la niaque. Et c'est grâce à ça qu'il va vraiment s'intéresser, aller au bout des choses, chercher de l'information, rechercher, rechercher, tester, se tromper, recommencer. Il n'y a que comme ça qu'on apprend. Il faut être autodidacte. Il faut non pas dépendre de systèmes étatiques
ou de formations ou de labels qui vont dire tel truc, il faut que ça soit fait comme ci, comme ça, les stages. Je ne suis pas non plus en train de dire que les stages, c'est mauvais. Les stages, c'est très bien pour se former sur des thématiques bien précises, pour avoir des connaissances bien précises, mais pour tout le reste, il faut que ça soit avant tout, que ça vienne de l'intérieur, que ça vienne de vous, et que vous ayez ce truc d'aller chercher l'information et de vouloir apprendre. En fait, tout est question de volonté. Si vous ne voulez pas apprendre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller au plus simple. Et le plus simple, c'est ce qu'on vous vend. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, après, chacun a le choix, en fait. Encore une fois, voilà, chacun a le choix d'acheter un magazine ou non, chacun a le choix d'acheter un stage ou non, mais il ne faut pas que le survivalisme devienne un marketplace, en fait. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'on est en train de transformer un mouvement qui, de base, est une opposition politique, financière, écologiste, sociale, etc., à un truc familial, tout public, peace and love, pro-marketing, et c'est pas bon. Et c'est pas bon parce que c'est pas ça. Parce que c'est pas ça la réalité des choses. Et c'est la base. La base pour être en phase avec la réalité, et donc être réellement prévoyant, c'est ne pas se voiler la face et vraiment regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà, je vais finir là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, félicitations quand même à ces gens qui prennent le temps de parler de ces sujets-là, qui abordent des sujets très intéressants. J'espère à l'avenir que ces personnes-là peut-être aborderont les choses d'une manière un peu plus réelle, plutôt que d'être dans le politiquement correct. On s'en fout d'être politiquement correct. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. On n'en a rien à cirer de savoir si les médias parlent de nous en bien ou en mal. On n'en a rien à cirer de savoir si le grand public nous connaissent ou savent ce qu'on fait. Ça, il faut vraiment se le foutre dans le crâne. Allez, je vous dis une bonne journée. J'espère que vous avez eu votre dose de rage. Et n'hésitez pas à rager dans les commentaires, à mettre votre pouce comme ça, ou rien du tout. Je m'en fous, je m'en contrefous. Et je vous dis à la prochaine les rails. Salut!